BFM Business, BFM Crypto, les pros. Antoine Larigauderie. C'est vendredi, c'est les pros des cryptos qui commencent. Bienvenue pour un petit peu prendre à rebrousse-poil l'ensemble de l'actualité très chargée du monde crypto pendant toute cette semaine. Vous avez pu évidemment suivre Sandra Gandouin sur l'ensemble de la semaine où on va un petit peu faire le bilan de tout ça. Déjà, on va peut-être commencer par un point sur le Bitcoin avec Vincent Gann, analyste technique qui est avec nous en ce moment. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine. Alors, une situation du cours du Bitcoin, on s'est quand même fait peur en craquant du côté des 80 000 $. Bon, on a bien rebondi, on a accumulé 35% de baisse à un moment depuis le top de début octobre. Est-ce que la reprise commence à se concrétiser pour la fin de l'année sur les cours du Bitcoin ? Écoutez, cher Antoine, c'est toute la difficulté de qualifier ce que c'est Bitcoin sur le plan technique depuis maintenant quelques séances. Alors effectivement, il y a un drawdown d'environ 35% entre le record établi début octobre et le plus bas qui a été fait il y a environ une dizaine de jours. Le marché s'est repris sur 80 000 $. Octobre-novembre ont été catastrophiques et c'est vrai que, si vous voulez, lorsque l'on raisonne d'un point de vue de, vous savez, vous entendez souvent parler, le fameux cycle de 4 ans de Bitcoin, ce cycle temporel qui rythme la vie de Bitcoin, qui est structuré autour de cet événement quadriennal qui a lieu tous les 4 ans, donc le halving. Ce cycle temporel nous enferme dans un marché baissier cyclique, nous enfermerait dans un marché baissier cyclique qui pourrait durer encore quelques mois. Et donc, du coup, ce rebond sur 80 000 $ là, ne devrait pas durer très longtemps. En tout cas, on ne pourrait pas le qualifier comme un scénario de creux majeur sur les 80 000 $. Mais il y a d'autres approches, d'autres corrélations. Bitcoin avec la liquidité mondiale, Bitcoin avec le cycle macroéconomique, Bitcoin avec les perspectives de politique monétaire, Bitcoin avec le dollar américain et d'autres qui sont plus optimistes et qui tendent plutôt à faire penser qu'on pourrait avoir trouvé un creux important sur 80 000 $ et pourquoi pas avoir une reprise de fin d'année, au moins ce qu'on appelle, vous savez, en analyse technique, un dead cat bounce, un rebond du chat mort en direction des 100 000 $. Écoutez, il y a une incertitude technique. Moi, je vais vous donner, pour conclure sur ce sujet, un repère, un seuil technique pivot, dont le marché d'ailleurs n'est pas très loin, qui pour l'instant bloque le cours. C'est 93 500 $. Pourquoi 93 500 $? Parce que c'est le point mort annuel, c'est-à-dire le prix au-dessus duquel Bitcoin est en hausse depuis le début de l'année 2025 et en dessous duquel il est en baisse. Et là, depuis 24 heures, c'est ce prix qui bloque. Donc, pour espérer transformer ce rebond sur 80 000 $ vers quelque chose de plus ample, il faudrait être capable de franchir cette résistance technique. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Effectivement, la situation reste quand même très, très indécise. Vincent, quel est le prochain élément fondamental qui pourrait décider de la tendance future du Bitcoin ? Écoutez, là, je vais vous répondre sans hésiter, mais c'est un événement fondamental qui concerne en fait l'ensemble des marchés financiers et plus particulièrement les actifs risqués en bourse. Eh oui. C'est la dernière décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis. C'est pas si loin de nous, puisque c'est la semaine prochaine, c'est le mercredi 10 décembre. Et clairement, Bitcoin a besoin d'une trajectoire monétaire accommodante de la part de la Fed. Alors, la semaine prochaine, il y aura probablement, de manière assez certaine, une baisse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Mais Bitcoin, lui, et les actifs risqués en bourse se projettent toujours pour envisager une vraie stabilisation de Bitcoin et échapper à ce scénario d'un marché baissier cyclique. Il faudra à la fois une trajectoire monétaire accommodante en termes de perspective de cycle des taux d'intérêt, de cycle du taux d'intérêt des fonds fédéraux US, et puis peut-être même encore beaucoup plus important, si on raisonne sur l'ensemble du marché crypto et l'environnement des altcoins, avoir une trajectoire qui soit à nouveau haussière du bilan de la Fed. Donc ça, ce sont des informations dont on prendra connaissance mercredi prochain et qui forgeront la tendance de fin d'année. Merci beaucoup Vincent Gann. Décidément, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas entre les corrections, les rebonds, les annonces macro d'un côté, les rumeurs de l'autre. Euphorie, inquiétude qui se mêlent. Alors, à la une de cette édition des Pros des Cryptos, on va parler de Michael Saylor et de stratégies qui sont au centre de toutes les attentions. L'entreprise traverse une zone de turbulence et il y a peut-être des changements stratégiques à la clé. On regardera aussi ce qui se passe du côté des stablecoins et des institutions financières parce qu'il y a un vrai mouvement de fonds qui s'active et ça, vous en entendez parler toutes les semaines. Il y a même Christopher Demby qui en fera une émission spéciale dans TPI, la masterclass, très prochainement. Et puis on terminera par un point sécurité avec les arnaques désormais motorisées à l'intelligence artificielle qui se multiplient encore et toujours. Les pros des cryptos sur BFM Business, c'est parti, c'est le bilan de la semaine.
BFM Business, BFM Crypto, les pros. Et à mes côtés pour commenter cette actualité foisonnante, un Stanislas Barthélémy, président de l'ADAN. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Et Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria. Bonjour Antoine. Bonjour. On a commencé par le Bitcoin, on va peut-être commencer par ce qui se passe autour de l'Ether. J'en ai parlé toute la semaine, mais on est repassé au-dessus des $3 000. On semble avoir un petit peu emprunté la dynamique de rebond du Bitcoin, mais l'avoir vraiment amplifié. Et il va y avoir un événement très important qui s'appelle Fusaka. Alors qu'est-ce que c'est Fusaka ? Alors Fusaka, c'est donc déjà on va un peu s'éloigner du prix. Regardez, là on est sur de la technique. Donc Fusaka, c'est une mise à jour technique d'Ethereum. Donc en vrai, ça va pas changer le quotidien des consommateurs d'Ethereum à l'instant T, puisque Fusaka est une mise à jour technique qui se concentre sur des optimisations techniques pour optimiser et l'impact d'Ethereum sur les validateurs, donc les gens qui sécurisent le réseau, valident les transactions, pour permettre justement que opérer un validateur soit moins coûteux et donc optimisé, et va surtout permettre de débrider la vitesse et la bande passante qui est disponible sur Ethereum pour les Layer 2. Donc les Layer 2, c'est des blockchains qui se construisent sur l'infrastructure d'Ethereum, donc ils vont utiliser Ethereum comme une infrastructure pour construire soit des chains plus rapides, soit plus optimisées, soit dédiées à un usage. Et donc cette mise à jour va permettre d'optimiser la bande passante jusqu'à 8 fois plus rapide pour ces Layer 2. Et ce qui fait, pour un peu l'anecdote, et si on reprojette, aujourd'hui Ethereum devient de fait une des infrastructures financières les plus rapides et les plus sécurisés au monde, puisqu'aujourd'hui, grâce à cette mise à jour, Ethereum est plus rapide qu'un Solana, par exemple, si on fait le parallèle de blockchain, mais qu'un Visa dans la capacité à sortir une bande passante pour pouvoir exécuter les transactions, sécuriser les transactions. Donc vraiment une mise à jour assez technique qui... malheureusement, on ne se ressent pas directement sur le prix, parce que cette mise à jour a eu lieu, donc les mises à jour dans la blockchain, c'est un bloc précis, un numéro de bloc, donc cette mise à jour a eu lieu dans le 3 décembre, dans la nuit. Donc elle est en pratique, et on le voit, ça n'a pas d'impact directement sur le prix. Et d'ailleurs, c'est une des questions qu'il y a sur certains mois, c'est aujourd'hui Ethereum est une des infrastructures les plus utilisées et qui soutient la finance décentralisée dans sa majorité, mais aujourd'hui l'impact sur le prix ou la corrélation sur le prix n'est pas direct, malgré l'hégémonie et la suprématie d'Ethereum sur la finance décentralisée. Un commentaire, Stanislas, c'est purement technique ou est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'un petit peu plus fondamentalement intéressant autour de ce qui se passe sur l'Ether ? Je pense que si on dépasse justement la question de prix, c'est que ces évolutions, je pense qu'elles sont déjà pricées. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que la mise à jour s'est bien passée et s'est bien déroulée. Parce que c'est le subtil équilibre des blockchains, c'est-à-dire de toujours avoir de la sécurité, de la décentralisation, en essayant de pousser les curseurs un peu plus loin pour faire de plus en plus de transactions. Et la démarche assez incrémentale d'Ethereum réussit. C'est ça qui est intéressant de noter, contrairement à des blockchains qui, dès le début, disent « je vais faire beaucoup de transactions, mais c'est au détriment de la sécurité ». Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le sujet avance et qu'on fera le point tout à l'heure sur les autres actualités. Mais c'est que les institutions continuent toujours de construire sur Ethereum et que cette mise à jour leur donne plutôt raison. D'accord. L'autre gros sujet vraiment de la semaine, c'est Michael Saylor et stratégie. On le disait avant l'antenne, on est passé en quelques mois d'entreprises qui étaient prêtes à vendre des actions pour pouvoir acheter des cryptos et continuer à alimenter leur trésorerie, à des entreprises qui sont plutôt obligées de faire le contraire désormais parce que le vent a vraiment tourné très très vite. Michael Saylor concentre un petit peu les inquiétudes. On sent que les analystes de Wall Street sont assez pessimistes autour de stratégie, que la correction du Bitcoin a vraiment entamé la confiance. Qu'est-ce qu'on sait globalement de ce qui se passe chez Stratégie ? Aujourd'hui, c'est assez compliqué de regarder stratégies. Il y a eu les actualités récentes. Stratégie a été exclue du MSCI World. À leur propre demande. Ouais. Ils n'ont pas eu la reconnaissance d'intégrer le SP500, puisque aujourd'hui, ils n'ont pas une activité industrielle. Et c'est un des critères qui les a fait exclure du SP500. Donc aujourd'hui, il y a un vrai questionnement. Mais Stratégie continue d'exécuter sa stratégie, si on peut dire, de faire des acquisitions de manière régulière, contrairement à beaucoup d'autres crypto treasury compagnies. On l'a vu récemment
que ce soit l'alter ego japonais de Game Planet qui a remis en question sa stratégie, le Séquence plus près de chez nous qui a même vendu des bitcoins alors que c'est le propre d'une crypto-trader compagnie, c'est d'en accumuler et de les garder et de pas les vendre. Donc voilà, le positionnement de stratégie de ce côté-là. Il continue aussi à financer. Il y a eu une émission d'actions préférentielles qui ont été mises à l'avant très récemment. Donc ils continuent d'exécuter leur plan qui est d'accumuler. Par contre, oui, il y a des questions sur la pérennité de leur stratégie. Je crois que le prix moyen d'achat est à $73,000. Donc en dessous, quid de ça. Je sais qu'ils ont essayé de rassurer les investisseurs sur cette partie-là. Je crois qu'il y a un de leur top management qui a dit qu'ils vendraient. Donc il y a eu des rumeurs et beaucoup d'incertitudes de ce côté-là. Donc voilà, ils sont un peu dans une zone de turbulence, mais ils continuent d'exécuter leur plan. Il n'y a pas si longtemps, c'est la Banque nationale suisse qui a intégré, dont on a appris qu'ils avaient intégré des assets comme stratégie pour avoir une exposition indirecte au Bitcoin dans leur bilan. Donc voilà, c'est petite zone de turbulence qui aussi, à chaque fois que le cours du Bitcoin corrige, tout le monde s'inquiète et tout le monde s'y intéresse quand il atteint les 100 000. Donc pour moi, ça fait partie des choses naturelles et on verra si l'avenir nous dit raison. Bon, cela dit, un petit peu plus fondamentalement, c'est vrai que Michael Saylor, le patron de stratégie, le fondateur de stratégie, il a une image, on va dire, un petit peu de gourou qui a un rôle un petit peu d'imprécateur autour de cette technologie du Bitcoin et sur le rôle du Bitcoin futur dans l'économie. Est-ce que, justement, ces turbulences autour de stratégie ont porté un coup à son image auprès des investisseurs, auprès de Wall Street et auprès de la communauté crypto? Il a toujours une image, on va dire, qui est assez clivante, pour le dire en termes simples. Le côté un peu battleur, ses publications sur les réseaux sociaux qui sont très centrées sur Bitcoin, qui ne met pas toujours les meilleurs éléments de Bitcoin en valeur, fait que moi je suis un peu critique. Le sujet de stratégie, c'est quand même un sujet on va dire, d'ingénierie financière. Il a commencé assez tôt. Et il a prévu, entre guillemets, le mur de la dette et le repousser assez loin pour se dire qu'il n'est pas trop à risque quand on regarde les montants de dette qu'il a et le délai pour lequel il doit rembourser cette dette. C'est pour ça que d'ailleurs que cette semaine, il a même levé du cash pour pouvoir pallier au paiement des intérêts qu'il a sur certains types d'actions très particulières. Et des dividendes, aussi. Exactement, pour pouvoir payer les dividendes sur 21 mois, si je ne dis pas de bêtises d'ailleurs, d'avance. Ce qui est toujours drôle, l'itération avec le nombre 21. Oui, et puis les détenteurs d'actions, eux, ce qu'ils veulent, c'est du cash. C'est pas du Bitcoin, c'est pas des Satoshi. Mais exactement, et surtout sur la valorisation de l'entreprise, qui aujourd'hui est quasiment 1 pour 1, mais voire même un peu en dessous du 1 pour 1. C'est-à-dire la valorisation de l'entreprise versus le stock de Bitcoin qu'ils ont. Donc évidemment que la stratégie doit un peu bouger. Ce qu'on voit, c'est qu'il a quand même un peu d'avance, et c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est que derrière, toutes les entreprises qui ont suivi cette stratégie, pas que sur Bitcoin, n'ont pas la même ingénierie financière. Et donc là, c'est là où il y a des sujets où, oui, ils vont vendre beaucoup plus massivement la crypto, ce qui fait qu'il y a moins de demandes sur les marchés. Et ça faisait écho d'ailleurs aux propos qu'on avait sur aujourd'hui, la fusée Bitcoin manque un peu de force. Il y a moins d'achats, moins de demandes. Ouais, c'est évident. Alors, un petit coup d'œil sur les stablecoins. C'est vrai qu'on en parle beaucoup ces dernières semaines. Il y a tout un tas d'investisseurs, tout un tas d'institutions financières qui commencent à prendre très, très au sérieux cette affaire. Le paradigme change un petit peu. Et ça pourrait faire les affaires de l'Europe qui a énormément de mal à avancer sur le sujet de l'euro numérique qui reste là pour l'instant dans le placard à serpent de mer. En revanche, du côté des institutionnels et du côté des banques, on commence à se mobiliser, à regarder les choses. Et il y a un groupe de banques européens qui aurait un projet de stablecoin euro. Et ça, est-ce que ça peut changer et faire avancer les choses plus rapidement? Alors déjà, il faut voir le marché des stablecoins aujourd'hui totalement dirigé par les Américains, ou en tout cas dirigé par des entreprises américaines. Aujourd'hui, on parle d'un marché à plus de 300 milliards et 99% sont donc des stablecoins qui sont backés par de la monnaie, parce qu'il y a des stablecoins algorithmiques, il y a des stablecoins décentralisés, mais donc les stablecoins majeurs, c'est 99%, donc on est sur une hégémonie totalement américaine, et même les quelques stablecoins européens qui ont un peu de volume, parce qu'on a quelques initiatives qui ont poussé ces derniers mois, ces dernières années, mais les quelques stablecoins qui ont un peu de volume sont émis par des entreprises américaines. Donc on est vraiment sur une hégémonie totale américaine sur le stablecoin. Donc là, cette initiative bancaire, et on n'est pas sur une monnaie, une monnaie de banque centrale, contrairement à l'euro numérique qui se veut être une monnaie de banque centrale et pas un stablecoin. Et donc cette initiative bancaire regroupe 9 banques. Donc on a
des banques majoritairement de tiers 2 ou 3. On n'a pas d'acteurs majeurs, à part BNP Paribas qui a rejoint récemment le consortium. Consortium maintenant qui porte un nom, d'ailleurs, Kivalis. Donc Kivalis a vocation à émettre un stablecoin européen comme alternative aux stablecoins américains et aux infrastructures américaines pour ça. Et donc de pouvoir préparer un euro digital non centralisé pour faire du paiement transfrontalier, pour faire du settlement de trade on-chain, pour payer et faire de la contrepartie d'actifs tokenisés. Donc un consortium, donc l'entreprise va être basée à Amsterdam. Ils sont en train de demander d'avoir leur licence d'établissement de monnaie électronique et on devrait voir apparaître ça au second semestre 2026. Donc plus près que l'euro digital, parce que l'euro numérique, plutôt, on est pour 2029 ou d'un nouvel. Et encore, voilà. Dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas, en tout cas pour monsieur ou madame tout le monde, puisque ça commencera par les banques centrales et entre établissements bancaires d'abord. Donc voilà. Donc on est sur une alternative, à voir comment ça va être relayé, comment ça va se spawner, parce que c'est quand même des acteurs très bancaires et dans l'initiative aujourd'hui il n'y a pas d'acteurs crypto, on le regrette qu'il n'y ait pas d'acteurs crypto qui aient été intégrés au consortium et qui peuvent apporter leur expertise et contribuer à une vraie adoption de cet actif-là. Est-ce qu'on ne paye pas aussi le fait qu'on n'ait pas d'acteurs européens du stablecoin qui ait une taille suffisamment critique pour pouvoir faire le job ? Ah bah ça c'est sûr aujourd'hui, mais la réglementation a tout fait pour dissuader quelques acteurs privés de se lancer sur le sujet ces dernières années. Donc ce qui a fait le bonheur des acteurs américains. Aujourd'hui, Circle a l'hégémonie sur ce sujet-là, Tether aussi, et notamment en Europe, l'euro a été mis par Circle. Donc voilà. Donc oui, c'est sûr. Après voilà, il y a un certain nombre d'acteurs qui s'étaient déjà lancés. On peut penser à Forge qui a déjà émis son stablecoin et qui a d'ailleurs un certain nombre de stablecoins et d'actifs tokenisés on-chain. Donc Forge n'est pas dans l'initiative. On a BNP Paribas. BNP Paribas se positionne sur les cryptos, qui a été longtemps un acteur qui a hésité sur le sujet. Donc voilà, à suivre. En tout cas, c'est prometteur. Le poids et la masse critique des banques vont potentiellement aussi accélérer le mécanisme d'une entreprise privée seule, plutôt start-up qui construit ce projet-là. Donc à suivre dans les prochains mois. Mais justement, on va rester dans les institutionnels, c'est un peu eux qui font le marché. On voit qu'il y a des grosses déclarations aussi en faveur des stablecoins du côté de chez Brian Armstrong, qui a toujours été dans la communauté crypto et qui en sort, mais de Larry Fink, le patron de BlackRock, qui a été un des premiers à s'intéresser au Bitcoin pour y indexer des ETF et qui a été à la manœuvre. C'est là-dessus que va se construire aussi l'avenir des stablecoins, comme c'est un petit peu inscrit les débuts du Bitcoin à vocation de support d'investissement institutionnel, finalement. C'est ça, c'est qu'on part de Bitcoin qui permet de faire du transfert de valeur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une infrastructure qui est globale par essence et des transferts, je ne vais pas dire instantanés sur Bitcoin, ça prend 10 minutes voire plus, mais quasi instantanés. Et ça, c'est une demande de client. Quand on est un grand groupe, un investisseur, on a envie de faire du 24/7 et de l'instantanéité. Il n'y a pas 1000 technologies qui permettent de faire ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'instituts qui se disent je vais construire sur cette infrastructure, donc avoir plus ou moins les mêmes caractéristiques que Bitcoin, mais sur des classes d'actifs traditionnelles. La première chose qui fonctionne, et on vient d'en parler, c'est les stablecoins. C'est qu'il faut avoir d'abord une représentation de cash sur cette infrastructure pour ensuite se dire tiens, qu'est-ce que je vais en faire ? Potentiellement acheter des actifs tokenisés de manière instantanée. Donc le swap, je fais un achat par exemple de parts de fonds monétaires tokenisés, je paye en stablecoin, je reçois la part de fonds monétaires automatiquement, là où aujourd'hui, si on prend un pas de recul, ce process dans le monde traditionnel prend pas mal de temps, quelques jours. Et donc si on en revient à cette demande client, c'est la seule technologie qui le permet, d'où les propos d'un Larry Fink, mais d'où l'annonce de BNP qui rejoint ce consortium, d'où même le fonds monétaire tokenisé annoncé par Cassis avec Amundi la semaine dernière. Parce qu'on voit, c'est comme des Lego, on voit les briques qui commencent à s'empiler et on voit un peu le jeu final, c'est que c'est une nouvelle infrastructure de valeur et qu'une grande partie de la finance se jouera sur ces infrastructures. Donc l'opposition crypto et institut, entre guillemets, elle s'efface. Parce que peut-être que des banques américaines utiliseront Coinbase pour des briques technologiques, peut-être que des acteurs européens vont construire cette capacité à être producteurs soi-même, mais en allant chercher des talents ou même des briques technologiques, des portefeuilles par exemple, la capacité à tokeniser les actifs. C'est des briques, et d'où les sujets de M&A qu'on voit poindre et qu'on va évoquer juste après. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout ce monde converger des deux côtés de l'Atlantique. Et évidemment, les Américains ont toujours un temps d'avance, mais moi j'aime bien qu'il y ait des stablecoins euros
Non, mais c'est étonnant parce qu'on voit aussi certains acteurs institutionnels américains changer diamétralement de position par rapport à tout ça. Je me souviens que JP Morgan, le patron Jamie Dimon, il y a encore quelques mois, disait que c'était une fraude, que c'était n'importe quoi. Maintenant, JP Morgan travaille la crypto comme tout le monde. C'est une preuve d'intelligence parce qu'ils veulent répondre à un besoin client. Mouvementer des fonds 24/7. JP Morgan, ils font des deposit tokens, c'est-à-dire qu'ils tokenisent leurs dépôts bancaires. Et l'idée, c'est qu'il n'y a plus de cut-off. Alors, désolé pour l'anglicisme, c'est-à-dire que le vendredi à 18h ou le samedi à 2h du matin, je peux envoyer des fonds à une entreprise à l'autre bout du monde. Alors, en restant dans l'écosystème JP Morgan, mais justement, l'étape d'après, c'est qu'on se dit, mais il faut que ces dépôts bancaires soient interopérables avec d'autres banques. Et après, on pourrait même se pousser, on va dire, le raisonnement encore un peu plus loin. C'est que JP Morgan émet ses dépôts tokenisés sur des blockchains based, donc sur des blockchains publiques. Donc, même la passerelle entre les stablecoins et les deposit tokens, ces dépôts bancaires tokenisés, on commence à la voir poindre. Oui, exactement. Et vous en parliez, tout ça crée de la valeur et tout ça crée de la concentration aussi. Il y a des fusions-acquisitions. Alors, de manière générale, sur les marchés financiers, on dit que 2025 va être une excellente année. Je crois que Goldman Sachs dit qu'en la matière, ça va être sa meilleure année en 24 ans. Donc, des deals, il y en a. Et il y en a aussi énormément dans la crypto. Et ça, c'est peut-être un des enseignements aussi de cette fin d'année, c'est qu'on va vers une maturité, une prise de conscience de la part des acteurs institutionnels qui sont prêts à y accorder vraiment de la valeur. Donc, déjà, si on regarde aujourd'hui un petit bilan de cette année 2025, la plupart des gros deals M&A et la plupart du M&A des acquisitions en crypto sont faits par des pure players crypto qui complètent leur arsenal. Et notamment, le sujet phare de l'année, ça a été les produits perpétuels, les dérivés. Et donc là, on voit à la manœuvre les Coinbase, les Kraken, etc., qui, eux, se payent des acteurs pour faire du dérivé, soit dans des géos spécifiques, typiquement en Europe. Il y a très peu de plateformes qui proposent du dérivé et des produits perpétuels, et donc il y a eu des acquisitions de ce côté-là. Côté américain, pareil. Donc là, voilà, la manœuvre et le gros du marché M&A a été drivé par des pure players crypto. Et là, ce qu'on voit émerger, et de par l'intérêt, il a un peu cette convergence finance traditionnelle et finance crypto, c'est des acteurs traditionnels qui ont compris que ça leur prendrait beaucoup de temps et ça nécessiterait beaucoup d'investissement et beaucoup d'expertise à aller chercher, voire qui n'existent pas encore sur le marché pour faire eux-mêmes. Et donc, ils vont s'intéresser à des acteurs crypto plus petits, qui n'ont pas forcément la masse critique pour passer à l'étape d'après dans un marché qui va être dirigé par les institutions et donc cherchent à faire des acquisitions dans ce sens-là. Donc, et en plus, on va le voir si on regarde plus près de chez nous en Europe. On a 130 SAN à l'heure actuelle. La clause de grand-père qui leur permet d'opérer jusqu'à juillet 2026, ça rapproche, on est en décembre 2025, ça fait quasiment un an que Mika est en application, presque à quelques jours près. Et en vrai, à mon avis, il en restera une trentaine d'acteurs, donc parmi ces 130, toujours vivants en juillet 2026 et qui auront leur Mika, donc une dizaine de plateformes, de plateformes extra-européennes qui seront venus chercher leur Mika dans le pays. Donc, il va y avoir de la consolidation et il va y avoir de nouveaux acteurs qui se joignent à la table du marché, notamment les acteurs traditionnels qui ont besoin d'accélérer, puisque sinon ils vont voir leur part de marché grignoter, soit par les néobanques fintech qui ont, eux, compris les enjeux très tôt de ces sujets-là, soit par les pure players crypto qui, eux, ont besoin de passer du côté de la partie traditionnelle et vont se payer et des acteurs crypto plus petits, voire des acteurs traditionnels ou des intermédiaires ou des brokers, etc. Donc voilà, je pense que 2025 a été très chargé, 2026 va être encore plus excitant et plus intéressant à regarder. C'est ce que j'allais vous dire, Stanislas Barthélémy, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une nouvelle ère. C'est très intéressant parce qu'effectivement, les plateformes de trading sont natifs de cet univers-là. Ils l'ont totalement intégré. Moi, je sais pas, par exemple, Revolut qui part à la conquête du monde avec Nvidia dans le sac à dos. Enfin, ça va très, très vite. Et là, il y a effectivement un train à pas louper pour la banque traditionnelle, ce qui sera garant de regroupement dans les technologies et dans les acteurs même du trading et de la création de valeur en propre de la crypto. Je partage le constat, et c'est ce que Louis disait à juste titre, c'est que pour l'instant, les questions de fusion-acquisition ou de M&A concernent principalement les acteurs crypto. Mais ils complètent leurs offres. Je prends Kraken, par exemple, va acheter BactFi. C'est une annonce qui date de hier ou avant-hier. Ce qui fait qu'on est client de Kraken, on a de la crypto, on a envie de se diversifier. Kraken va aussi proposer les ETF et les actions tokenisées, qui permettent d'ailleurs
quelques caractéristiques en plus, toujours ce 24/7, cette instantanéité. Je reviens à ce mantra qui est assez intéressant, c'est que le M&A derrière, ça va être effectivement l'objet des instituts parce que, outre les sujets technologiques, il y a aussi un sujet d'expertise et d'équipe. C'est-à-dire pour constituer et pour proposer des produits stablecoin, fonds monétaires tokenisés, vendre de la crypto, il faut maintenant des dizaines de TP. Et le M&A fait partie des options pour constituer ces équipes, car c'est difficile d'aller chercher, on va dire, des par-ci ou par-là, quelques personnes, les ajouter et faire en sorte qu'un produit tourne. Donc en 2026, il va y avoir du M&A, c'est une évidence. Allez, on termine par un sujet très important, on va peut-être tout grouper, gare aux arnaques, smart contract et phishing. À quoi il faut faire gaffe là, en cette fin d'année ? Là, il y a beaucoup de nouvelles menaces, surtout que l'IA a permis de doper pas mal de choses. Anthropic a fait des annonces comme quoi ils ont utilisé leur capacité IA pour, on va dire, secouer un certain nombre de smart contracts et que potentiellement il y aurait des milliards, voire des centaines de millions en jeu. C'est un sujet. Et après, côté phishing, la facilité d'accès à un certain nombre de technologies permettent beaucoup de nouvelles menaces. En ce moment, les trois gros sujets, on le voit nous dans nos clients qui nous appellent à la rescousse ou en tout cas qui se posent des questions dans le doute. La première, c'est carrément des courriers qui arrivent par la poste avec leur tête de Ledger, avec un petit QR code qui vous propose justement de vérifier des transactions et à la fin vous demande votre seed pour votre portefeuille décentralisé. Personne ne vous demandera jamais votre seed, donc déjà partez sur ce principe-là, mais quelque chose de très très propre. Deuxième sujet, c'est les faux codes de vérification d'opération. Vous recevez un code et jusque-là ça ciblait que des grosses plateformes, soit crypto, soit bancaires. Maintenant, même des très petites. J'ai reçu un SMS de Meria qui me dit de vérifier une opération et d'appeler un numéro. J'ai appelé le numéro, je ne suis pas tombé sur un de mes collaborateurs. Alors. Mais vous tombez sur quelqu'un. Je tombe sur quelqu'un qui me parle très bien. Alors, je ne sais pas si c'est une IA ou une personne. En tout cas, c'est bluffant de réalisme. Et les derniers sujets, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus et qui cible les détenteurs crypto. C'est un faux collègue qui se fait... ou en tout cas un collègue qui se fait taper son WhatsApp ou son Telegram, qui vous appelle en disant j'ai besoin de toi, on va faire une visio, qui vous envoie un lien Zoom ou Teams qui n'est pas forcément bon, et derrière, soi-disant, une mise à jour, il faut taper du code, et derrière, c'est un malware qui vient et qui prend le contrôle. Et donc, ces trois sujets, c'est des sujets qu'on voit très fort et qu'on voit beaucoup chez nos clients en ce moment, et ça fait vraiment peur parce que c'est bluffant de réalisme, et à la fin, vous avez soit un vrai interlocuteur qui est parfaitement... Vous avez vraiment l'expérience de tomber sur une plateforme, soit une IA, et c'est bluffant de réalisme. Bon, donc faites gaffe. Louis Laszlo, directeur technique et produit chez Meria, merci d'avoir été avec nous, et Stanislas Barthélémy, président de l'ADAN, pour parler de toute cette actualité crypto. Les pros des cryptos, c'est fini. Vous retrouvez BFM Crypto lundi avec Sandra Gandoin, et d'ici là, on se retrouve dans quelques secondes pour BFM Bourse, menu très très copieux. À tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros.